Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Venez donc me rejoindre au coin du feu, car je vous réserve à nouveau quelques petites légendes. Plus précisément, des légendes issues de l'Hérault, un département du sud de la France. Sur ce, ne perdons pas plus de temps. Il est indéniable qu'un bon nombre de ponts médiévaux en France ont comporté leur petit lot d'histoire. C'est par le pont du diable que nous commencerons donc cette série. À l'époque de sa construction, il est dit que le diable lui-même venait saboter le projet afin d'empêcher le pont d'arriver à son terme. Face à cette situation, l'architecte finit par conclure un marché avec le démon. Ce dernier l'aiderait à bâtir un pont si résistant que même lui ne pourrait le briser. Cela en échange de la première âme qui passerait dessus. Le pacte fut scellé et l'architecture arriva enfin à son terme. Un pont si dur et si inébranlable que rien ne saurait le faire tomber. Cependant, l'homme dupa le diable et en guise de première créature, envoya un pauvre chien dont une casserole avait été attachée à sa queue pour couronner la moquerie. Dupé et fou de rage, le diable n'acceptant pas ce retour du marché, tenta de détruire le pont. Évidemment, il n'y parvint pas, et par vengeance, plongea dans le sol, creusant le gouffre noir de l'Hérault. On aurait pu croire qu'il en resterait là, mais le malin était revanchard. Bien décidé à avoir gain de cause, il prit la forme d'un bouc pour venir maltraiter la population locale, allant même jusqu'à attaquer des lieux de culte. Mais un jour, un homme d'église, excédé par son comportement, le prit en embuscade. Avec de l'eau bénite, il l'aspergea, et ne fit qu'attiser la colère du bouc malsain qui le chargea. Encore né, il fut emporté par l'animal. Face à ce sacrifice, les villageois prirent leur courage en main et chassèrent la bête jusqu'à l'amener à plonger dans l'eau à l'endroit même où elle avait déjà creusé le gouffre. L'eau bénite l'ayant finalement assez affaiblie pour qu'elle ne puisse plus remonter. Depuis ce jour, on dit que jeter des pierres depuis le haut du pont permet d'anticiper une éventuelle remontée de l'être démoniaque. C'est bien d'une histoire remontant jusqu'aux légendes de la Grèce antique dont nous allons parler cette fois, bien avant les humains, jusqu'aux géants peu après la gigantomachie, les deux derniers plus précisément, dont nous compterons principalement leur fin tragique. Sébenna et Rhéa vivaient des jours paisibles sans se douter de ce qui se préparait. Ils appréciaient la beauté de la nature et vivaient principalement sur le plateau du Carreau. Ils étaient alors à ce moment les derniers représentants de leur espèce, et sans le savoir, contrecarraient involontairement les plans d'une entité beaucoup plus puissante. Car le roi des dieux lui-même s'impatientait de voir les géants disparaître pour pouvoir faire naître les humains, tellement impatient qu'il hurlait à la terre elle-même, qu'il meure. La Terre finit par accéder à sa requête, enclenchant une série d'événements qui changeraient invariablement le paysage du Carreau. Sébenna, alors qu'elle voulait s'endormir, sentit le sol se dérober sous elle, et l'engloutir tels des sables mouvants. Ne pouvant se libérer, elle n'eut d'autre choix que d'appeler son compagnon à l'aide, en vain, car ce fut les odieux Riotor qui accueillirent ses larmes. Car même si Rhéa l'avait entendu, il ne put jamais l'atteindre. Durant sa course, il fut aspiré par le torrent de la rivière d'Éric. Les eaux ne lui laissèrent aucune chance, et lorsqu'il atteint la berge, elle devint boue. Il s'enfonça dedans, poussé par les eaux dans un dernier cri. Il est dit que le corps de Sébenna dessine à jamais de ses formes les sommets du Carreau, et la tête de Rhéa reste visible, pétrifiée dans le lit d'Éric. Une légende nous raconte qu'un dragon a vécu à Montpérou. A l'inverse du dragon de la vidéo précédente, ce dernier porte le sobre nom de Drac. Il était connu comme étant plutôt paisible et inoffensif. En effet, son quotidien n'était rempli que de siestes et de festins d'herbes aromatiques. Donc, pas un réel danger pour la population locale qui, malgré tout, resta mitigée au sujet de sa présence. Bien que le dragon restât peu dangereux pour les humains, il ne l'était malheureusement pas pour leur récolte.
et rapidement, deux camps finirent par se créer. D'un côté, on toléra et accepta sa présence, y voyant un signe de protection sous la garde du paisible dragon. D'un autre côté, une part de la population voulait que le dragon soit mis hors d'état de nuire. Car ce dernier, à chaque solstice d'été, mettait à mal leur culture et parfois empêchait les récoltes, pendant que les villageois qui étaient de son côté avaient construit un château pour lui offrir un repère, offrant ainsi au dragon l'opportunité de rester indéfiniment. La coupe déborda au bout d'un temps, et les habitants qui voulaient voir le dragon partir organisèrent des chasses en groupe et bâtirent un four pour l'emprisonner dans les halles. Et malheureusement, le dragon finit par être attrapé, et s'y retrouva enfermé par ces mêmes habitants qui finirent par l'oublier en le laissant agoniser de faim. Malgré tout, une lueur d'espoir a perduré, car bien des années plus tard, des orphelins du château de Castellas prirent connaissance de cette légende, et apportèrent à la bête des bouquets de plantes aromatiques. Maigre consolation pour un animal ayant tout perdu, car ainsi se termine cette histoire. Le château tomba en ruine, et le dragon fut lentement oublié, mais son nom perdure encore de nos jours dans la culture locale. Tournons-nous maintenant vers Saint-Martin de Londres, durant le Moyen-Âge, où ont vécu trois hommes portant le nom de Loup, Guiral et Claire, tous trois réputés pour leur richesse. Ils avaient pourtant tourné leur regard et leur cœur vers la même femme. Ne pouvant se décider à choisir un parti, la belle et douce décida d'épouser le plus glorieux des trois, celui qui saurait la courtiser après avoir été couvert de gloire. C'est donc sur ce défi commun que les hommes partirent en guerre, bien décidés à ce que l'un d'eux ressorte le plus glorieux. Bien des années plus tard, de retour en étant décorés par leur haut fait, ils apprirent que l'élu de leur cœur avait péri de maladie durant leur absence. Aucune richesse, aucune réputation ne sachant réparer un cœur brisé, les trois hommes prirent unanimement la décision de vivre en ermite. Partant chacun d'un côté après avoir cédé tous leurs biens, ils se rendirent sur les trois pics alentours et on ne les revit plus jamais. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne donnèrent plus signe de vie pour autant. En effet, chaque Noël, les trois hommes allumaient trois feux, un sur chaque hauteur d'où ils vivaient. Et c'est ainsi que les habitants alentours parvenaient à savoir qu'ils étaient encore vivants. Le temps passa, les années devenant des décennies. Il ne resta bientôt plus que 2 lueurs, puis une, et enfin, plus aucune flamme n'était visible. Les hommes avaient fini par mourir de vieillesse, ayant respecté leur dernier vœu de vivre en ermite jusqu'à la fin de leurs jours. On renomma les trois pics Saint-Guiral, le pic Saint-Loup et le mont Saint-Clair en hommage à ces trois hommes. Difficile à dire si leur fin aura été réellement tragique. Peut-être que dans leur solitude, ils seront parvenus à trouver la paix. Une fois n'est pas coutume, il y a bien longtemps dans les gorges de l'Hérault, vivait non loin d'un cours d'eau et d'une grotte, une famille de paysans très pauvres. Ils étaient séparés d'un de leurs enfants, envoyés comme bergers loin de là pour aider à subvenir à leurs besoins. Il s'agissait de l'aîné, et ce fut au cours d'un passage qu'il eut la surprise de voir dans les mains de sa mère un bâton sculpté qu'il reconnut aussitôt, car il l'avait jeté dans un gouffre et ce dernier fut charrié par les eaux souterraines jusque-là. Comme le jeune homme ne pouvait pas venir souvent, il trouva comme solution de faire parvenir des objets en tout genre par le biais de cette rivière, envoyant comme signe à sa famille qu'il se portait bien. Cela dura des années, les objets devenant de plus en plus gros avec le temps. Aucun ne dépassa la maison des paysans car ils étaient à l'affût. Mais un soir, alors que sa mère guettait dans le courant le passage habituel d'un objet, ce fut une forme sombre, anormalement grande, qui arrivait en sortant de la grotte. De stupeur, elle comprit. Le courant avait fini par lui ramener son propre fils. Ce dernier ayant été entraîné dans les abîmes par un agneau un peu trop vindicatif, dont il voulait faire don à sa famille, en ayant oublié à quel point les bords d'un gouffre peuvent être dangereux. Folle de désespoir, la pauvre femme hurla sa peine, une peine se répercutant contre les parois de la grotte d'où provenait le cours d'eau. Ainsi, chaque nuit durant des mois,
On pouvait l'entendre gémir et hurler. Depuis ce jour, la grotte fut nommée la grotte de Klamous, la Klamoussa ou la hurleuse. C'est sur cette vidéo que s'achève notre petit tour de l'Hérault, bien qu'il reste encore nombre d'histoires que je pourrais vous conter. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire que je serai ravi de lire. De même que si vous souhaitez me partager une histoire sur un coin de chez vous, ou que vous auriez entendu parler quelque part, ne vous en privez pas, car cela me sera sûrement utile dans une future vidéo. Un mail est d'ailleurs à votre disposition si vous souhaitez me contacter directement. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'est du côté des Alpes que nous nous dirigerons cette fois. Portez-vous bien et à très bientôt.